Salut! Vous ne me connaissez certainement pas, je m'appelle Jonathan, je suis basé à Melbourne en Australie et en fait c'est la première fois que je fais une vidéo en français. J'ai une chaîne à YouTube qui s'appelle Aquaponics Revolution qui est en anglais. Étant basé en Australie depuis une dizaine d'années, j'ai jamais eu l'opportunité vraiment de faire des vidéos en français. Mais là je vais vous expliquer par la suite pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui. En tout cas, le but de cette vidéo maintenant, ce dont je vais vous parler, c'est ce qu'il y a derrière moi. Moi je suis passionné d'aquaponie, d'environnement aquatique. Et là derrière moi, en fait, on a un système aquaponique qui est un peu unique. C'est un système aquaponique d'un nouveau genre que j'ai appelé Holistic Aquaponic. Là, vous voyez, derrière moi, il y a une cascade en fait, et il y a de l'eau qui est en train de retourner dans le bassin. Cette eau, elle vient de ce qu'on appelle un grow bed. C'est un jardin qui est lié à ce bassin. Donc dans ce bassin ici, nous avons 7 espèces aquatiques, donc 6 espèces de poissons différents et une espèce de crevette d'eau douce qui vivent ensemble dans un écosystème qui est très bien adapté et qui recrée vraiment les conditions naturelles, le biotope naturel de ces poissons. Donc comment ça fonctionne? En fait, ici nous avons donc ce bassin. Et en fait, il y a une pompe à l'intérieur de ce bassin qui va monter l'eau dans deux grow beds. Ce que j'appelle des grow beds, en fait, ce sont des jardins. Donc il y en a un ici et un là. Et en fait, ces jardins, c'est pas des jardins. Il faut les imaginer plus comme des. Comment on appelle ça? Des jardins surélevés. Je pense en français, vous appelez ça des jardins surélevés. On appelle ça des raised beds en anglais. Et donc ces jardins, à l'intérieur, il y a un liner, donc ils sont étanches. Et il y a juste un point de sortie. Et ce point de sortie, il donne sur des cascades. Donc en fait, il y a un système à l'intérieur qu'on appelle un bell siphon en anglais. Donc en français, j'imagine que ça s'appelle un siphon-cloche. Et quand l'eau arrive à un certain niveau, le siphon va s'enclencher et il va créer une sorte de chasse d'eau. Et toute cette eau que nous avons dans le jardin va du coup redescendre dans le bassin. Et donc notre jardin, en fait, à l'intérieur, au niveau des racines des plantes, on a le niveau d'eau qui monte et qui descend. Donc à l'intérieur de ce jardin, il y a un média, ce qu'on appelle un média. Donc là, ici, j'utilise de la roche volcanique. Cette roche volcanique, elle est le support de bactéries, elle a un support bactérien. Et les bactéries qui vivent sur cette roche volcanique vont transformer l'ammoniac des poissons, donc les poissons, les rejets des poissons, les fesses et l'urine, ils vont dégager de l'ammoniac dans l'eau. Et les bactéries qui sont présentes sur ce substrat, sur ce média, elles vont être capables de transformer cet ammoniac, de le consommer, de relâcher des nitrites, puis de consommer les nitrites et de relâcher des nitrates. Donc on a différentes espèces de bactéries qui font ce travail pour nous. Et donc elles vont au final utiliser les rejets des poissons, les transformer en nutriments pour nos plantes. Les plantes vont grandir. Donc dans les jardins, nous avons plusieurs espèces de plantes. En ce moment, on voit beaucoup de céleri, de côtes de bête, et également des herbes, également des haricots. Ces plantes, en grandissant, vont consommer ce nitrate et l'eau pure redescend, ou l'eau purifiée, disons, redescend dans le bassin. Donc, c'est un système extrêmement bénéfique pour les poissons et pour les plantes. Là où le système que vous avez devant vous est vraiment différent de tout ce qu'on voit d'habitude, c'est qu'on n'est pas sur seulement des bacs isolés, donc un bac où on élèverait nos poissons et un bac où on élèverait nos plantes. Ici, on a vraiment une intégration dans le paysage avec donc un bassin qui ressemble vraiment à un bassin naturel, donc avec des pierres, avec des racines, avec beaucoup d'endroits où les poissons peuvent se cacher. Il y a même des espaces de mangroves, donc ça c'est extrêmement important pour la biodiversité et pour les différentes espèces que nous avons à l'intérieur de ce bassin. Donc les poissons peuvent aller se cacher autour des plantes, les petits poissons notamment. Les truites sont présentes ici, elles vont pouvoir réguler les espèces de petits poissons, donc elles vont avoir une prédation dessus, elles vont pouvoir se nourrir, mais elles ne vont pas anéantir la population. Donc les poissons sont toujours capables d'aller dans cette mangrove, de pondre, de se reproduire et de maintenir une certaine population. Et là, on se rapproche énormément d'un environnement naturel. Alors, pourquoi j'appelle ça système holistique? C'est parce que bien sûr c'est intégré dans le paysage, mais aussi j'utilise ce bassin d'aquaponie comme centre de nutriments pour mon jardin. Donc j'ai multiples espèces de plantes et d'arbres
autour de ma maison, dans mon jardin ornemental, dans mon jardin de production d'arbres fruitiers. J'utilise l'eau du système aquaponique qui est un peu chargée en nitrate, qui est très intéressant pour les plantes. Et du coup, il va falloir que j'apporte de la nouvelle eau dans le système aquaponique, qui est de l'eau pure, l'eau de pluie que je récupère sur mes toitures. C'est vraiment un système qui est très durable, qui est vraiment intéressant d'un point de vue de la faible consommation en ressources, donc en eau et en électricité, et de sa productivité. Également, à l'arrière de ce système, nous avons deux filtres, des filtres par décantation, où là je vais capturer les solides qui sont rejetés par les poissons, et ces solides vont former une boue à l'intérieur des filtres, et j'utilise cette boue comme fertilisant, comme nutriment pour les pieds de mes arbres, pour le pied des plantes, des tomates, des cultures qui demandent beaucoup d'énergie. Donc c'est extrêmement bénéfique. C'est vraiment avoir un système aquaponique chez soi. C'est pas seulement produire des poissons et des plantes dans le système en lui-même, c'est une source d'eau, de nutriments, d'or noir. Ce que j'appelle l'or noir, ce sont ces boues très concentrées pour le jardin dans son intégralité. Donc c'est comme ça que je vois les choses, et en fait pour moi le système aquaponique n'est qu'un composant des différents systèmes de production qu'on va avoir dans notre jardin. C'est un écosystème complètement ouvert, donc on a une multitude d'oiseaux qui viennent ici, qui viennent pour se baigner, pour boire. Il y a énormément d'insectes, et vous imaginez bien les libellules qui viennent pondre, qui viennent se reproduire, des grenouilles. Enfin ça reconnecte vraiment avec la nature. Et puis d'un point de vue esthétique, c'est vraiment plaisant d'avoir ça chez soi, sur sa terrasse. Moi j'ai même la chance d'avoir la maison juste à côté où je peux voir le bassin depuis ma cuisine, depuis ma salle à manger, depuis mon salon. Donc c'est vraiment quelque chose d'extrêmement bénéfique pour moi. Et finalement, je vais également me baigner dedans. Donc là, je ne veux pas faire des longueurs de 25 mètres, hein, on est bien d'accord dans ce genre de bassin. Cela dit, il y a quand même 1,80 m d'eau, en profondeur d'eau. Et donc ça permet de se rafraîchir, spécialement ici à Melbourne où on a des grosses chaleurs, mais maintenant malheureusement c'est le cas également pour la grande partie de l'Europe. Donc c'est vraiment quelque chose d'extrêmement bénéfique, et il n'y a aucune utilisation de produits chimiques, tout est naturel, puisque celui qui voudrait résoudre un problème ici avec des produits chimiques, par exemple traiter des pucerons ou quoi que ce soit, si on apporte quelque chose dans le jardin, malheureusement ça va se retrouver dans l'eau, ça va aller affecter les poissons et ça va également affecter les bactéries. Donc les bactéries, comme je vous disais tout à l'heure, c'est l'élément qui transforme les rejets des poissons en nutriments pour les plantes, et si on tue les bactéries, en fait on coupe le cycle, et malheureusement la toxicité de l'eau va augmenter, puisque les rejets des poissons vont rester dans l'eau, et c'est comme un aquarium, si on ne change pas l'eau, au bout d'un moment les poissons vont avoir du mal, ils vont être dans un environnement extrêmement toxique, puisque une accumulation d'ammoniac ou une accumulation de nitrites sont toxiques pour les poissons. Donc vraiment l'idée pour moi, le secret d'un système aquaponique réussi, bon déjà c'est de bien équilibrer les différents ratios entre la quantité de poissons, la quantité de médias où les bactéries vont pouvoir vivre, la quantité de plantes, ça ce sont toutes des choses à savoir, mais pour moi la chose la plus importante, c'est de respecter l'environnement, d'offrir un bon environnement pour nos poissons et pour nos plantes, et d'avoir une bonne biodiversité. Donc ce genre de système, ça change complètement de ce qu'on voit d'habitude quand on cherche aquaponie sur internet. On va trouver des systèmes en plastique, des choses vraiment horribles, qui permettent d'avoir une première approche à l'aquaponie, qui permettent de bricoler un peu dans son jardin, essayer de comprendre comment ça fonctionne, mais ensuite basculer sur un système holistique tel que celui-ci, ça permet vraiment d'apporter un oasis dans son jardin. Et puis si vous avez une attention particulière sur la consommation en électricité, vous allez faire des choix en pompe qui vont vous permettre d'avoir un système qui produit énormément pour une consommation électrique extrêmement faible. Ici, ce système aquaponique, la pompe à eau, c'est seulement 40 watts, ce qui est vraiment ridicule. Si on compare ça à une ampoule, les ampoules à filament, c'est en général 60 à 100 watts. Donc là, vous voyez, c'est moins qu'une ampoule pour avoir un oasis chez vous, avec une production de truites. Ici, nous avons des truites, donc nous avons deux espèces de truites, nous avons des saumons de fontaine.
Nous avons une espèce endémique d'Australie qui s'appelle la perche argentée, mais ça pourrait tout à fait être des perches de chez nous. On pourrait avoir des carpes koi, des cendres. Ici, j'ai également apporté quelques poissons rouges parce que j'aime beaucoup la couleur. Nous avons des gambusias, ce sont des petits poissons qui permettent de se reproduire et qui permettent de rester dans la mangrove, comme je disais tout à l'heure, et donc qui permet d'avoir une dynamique et une chaîne alimentaire à l'intérieur de notre bassin. Donc les truites, évidemment, je les nourris. Là, je vais vous montrer. Je vais vous montrer qu'on peut les nourrir avec de l'aliment granulé, et d'ailleurs il faut le faire, puisque ce sont des poissons qui mangent. Vous voyez, il y a de la vie. Mais elles sont également capables de chasser dans le bassin pour consommer ces poissons qui se reproduisent à l'intérieur du bassin. Et ces poissons, on les appelle les poissons moustiques puisqu'ils mangent des moustiques, ils mangent des larves de moustiques. Les petits poissons, les gambusies dont je parlais tout à l'heure. Donc en fait, on a vraiment une dynamique qui se crée. Et à la place d'avoir un bassin ornemental où il va y avoir des moustiques qui vont se créer et ça va être une source de désagrément, eh bien on va utiliser ces larves de moustiques, des poissons vont les manger, puis ça va nourrir nos truites. Nos truites, bien évidemment, elles peuvent manger l'aliment que je leur donne. Parce que si vous achetez de la truite au supermarché, les truites n'ont jamais mangé que ce genre d'aliments. Là, c'est de l'aliment sec en fait, qui est fait à base de farine de poisson. Mais pour elles, c'est extrêmement intéressant d'avoir également de la nourriture vivante, puisque c'est riche en vitamines, riche en beaucoup de choses très importantes pour elles. Et puis ça leur permet d'assouvir leur instinct de chasse. Ça leur donne quelque chose à faire, quoi. Elles ne sont pas juste dans un bassin à attendre à grossir. Elles sont dans un environnement où elles sont très proches de leur comportement naturel. Alors voilà, donc ça c'est le système holistique. J'ai créé beaucoup de types de systèmes aquaponiques, mais celui-ci c'est vraiment le plus abouti. Et d'ailleurs, je vais faire une autre vidéo pour vous parler spécifiquement de ce système holistique. Aujourd'hui, c'est vraiment une introduction. Je me présente à vous, mon public français maintenant. Je voudrais vous montrer ce que je fais et puis qui je suis, d'où je viens, un peu mon passé, mon historique. Donc d'un point de vue scolaire, en fait, moi j'ai commencé comme paysagiste. J'ai fait un BTS en aménagement paysager. Et puis j'ai travaillé 2 ans dans cet environnement. Moi, ce que j'aimais faire, je vous laisse deviner, c'était évidemment les bassins. J'adorais créer des bassins ornementaux. Et c'est quelque chose qu'on fait pas mal en aménagement paysager. J'adorais l'esthétique du bassin, ce genre de choses, c'était vraiment génial. Par contre, j'étais un peu frustré par rapport à la connaissance sur l'environnement aquatique des personnes qui travaillaient avec moi, qui était vraiment très limitée. La plupart des paysagistes, ils font des bassins, mais ils ne comprennent pas vraiment les besoins des poissons et puis la dynamique de l'écosystème qui va se créer dans le bassin. Donc, à la suite de ce BTS en aménagement paysager, j'ai souhaité continuer en faisant un BTS aquacole, donc en aquaculture. Et puis j'ai fait donc ce BTS aquacole, j'ai fait une licence en aquaculture et j'ai travaillé dans différentes fermes. Et puis à la suite de ça, j'ai enchaîné sur un master en agroalimentaire spécialisé dans les produits de la mer. Et là, j'ai beaucoup appris sur la microbiologie, les bactéries qui évoluent dans l'écosystème, mais également dans les poissons, sur les poissons, et comment la chair des poissons va être plus ou moins de bonne ou mauvaise qualité en fonction des bactéries qui s'y développent. Donc voilà pour ce qui est du côté scolaire. Mais du côté professionnel, comme je vous disais, à la suite de ma licence en aquaculture, j'ai travaillé pour de nombreuses fermes aquacoles. J'ai travaillé beaucoup en salmoniculture. C'est vraiment quelque chose, un domaine très développé en France. Donc salmoniculture, c'est l'élevage des truites, des salmonidés. Donc dans les salmonidés, nous avons les saumons, les truites. Et j'ai travaillé également pour une écloserie. Donc là, c'était intéressant. Donc en salmoniculture, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'était la connaissance de l'espèce. La truite, c'est vraiment un poisson avec un potentiel extrêmement important pour l'aquaculture, avec un indice de conversion, c'est-à-dire une capacité à transformer l'alimentation qu'on lui donne en muscles, qui est extrêmement important. Donc une truite, ça peut
avec 900 grammes d'aliments, on peut produire 1 kg de truite. Puisque l'aliment est sec en fait, et la truite elle est à 70% d'humidité, 68% d'humidité, quelque chose comme ça. Donc effectivement, si on prenait les 900 grammes d'aliments et qu'on ajoutait l'eau, peut-être qu'en fait on aurait besoin de 3 kg d'aliments pour produire 1 kg de truite. Mais la réalité c'est que quand on distribue l'aliment, avec seulement 900 grammes, on est capable de produire 1 kg de truite. Et ça, c'est un des poissons avec les meilleurs indices de conversion. Extrêmement intéressant. Et puis la qualité du poisson, quoi, hein. Donc c'est vraiment un poisson extrêmement bon à manger. Et puis on peut le mettre au barbecue ou bien le fumer à froid, le fumer à chaud. Et ça donne vraiment un produit de très grande qualité. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Moi, ce que j'ai moins aimé quand j'ai travaillé en aquaculture, en salmoniculture, c'était le fait que c'est une monoculture, hein, la salmoniculture, comme la plupart des élevages, comme la plupart des productions agricoles. Malheureusement, on est très souvent sur de la monoculture, et en fait ça c'est quelque chose que j'avais pas vraiment compris quand j'ai commencé mes études et quand j'ai commencé à travailler, mais ça m'a très vite rattrapé, puisqu'en fait moi ce qui m'intéressait en tant que jeune passionné des rivières et des environnements aquatiques, c'était les interactions entre les espèces, c'était l'espèce dans son biotope, donc dans son environnement naturel, et quelles sont ses habitudes, quel est son behavior, son comportement. Mais ici, quand j'étais en aquaculture, en fait, les poissons, ils sont élevés dans des bassins en béton. Bon, il y a plusieurs types de salmoniculture. Il y en a qui sont faits dans des bassins en terre, mais il y en a beaucoup qui sont faits en bassins en béton. Moi, j'ai travaillé beaucoup sur des bassins en béton, avec des poissons qui sont élevés dans des densités très importantes, pour que ce soit financièrement intéressant pour le salmoniculteur. Et malheureusement, les poissons sont très souvent stressés. Ils se rappelaient que sur les bassins, et ils ont des charges de parasites et de maladies qui sont vraiment très importantes. À tel point que je disais souvent que mon métier, c'était pas tellement d'élever des poissons, c'était de manager, de contrôler la quantité de maladies qui grossissaient sur ces poissons. Puisqu'en fait, mon quotidien, c'était le matin, je me levais, j'allais ramasser les morts, ensuite je faisais des traitements, donc c'est-à-dire prendre des produits chimiques tels que du formol, les verser dans les bassins. Donc c'était vraiment des choses qui allaient à l'inverse, à l'encontre de mon idéal, de ce que j'avais en tête, de ce que j'aimais faire en fait. J'étais payé pour déverser des produits chimiques dans la rivière, hein, puisque finalement la salmoniculture, elle capte un peu d'eau de la rivière, elle l'utilise pour faire grossir des poissons et après ça repart dans la rivière. Donc voilà, et quand je balançais le formol dans l'eau, je voyais les poissons qui partaient tous à l'arrière du comment on appelle ça, du bassin. Je voyais une vague de poissons qui partaient parce qu'ils sentaient les produits chimiques, ils détestaient ça. Et comme avec le courant, le produit chimique descendait, les poissons ils passaient à travers et ils remontaient tous en tête. Donc c'était évident que ça les affectait. Et puis ça a une odeur, le formol, c'est vraiment quelque chose de très désagréable, très agressif. Et donc on faisait ça pour essayer de diminuer la charge en parasites qui sont sur les poissons et puis toutes les maladies qui peuvent se développer, quoi. Donc voilà, ça c'est un peu le système monoculture où on essaye de faire grossir une énorme quantité de poissons pour un volume donné, dans des conditions qui sont très limites, et en fait on pousse le système à sa limite, quoi. Donc voilà, moi ça m'a pas plu du tout. Et c'est pour ça qu'en fait, à la suite, j'ai bougé dans beaucoup de systèmes d'aquaculture. Bon, pour deux raisons. La première raison, c'est parce que je voulais connaître les différentes formes d'aquaculture. Ça me passionne les environnements aquatiques. Et comme je vous disais, c'est pas seulement un poisson qui m'intéresse, mais c'est les différentes espèces et comment elles interagissent entre elles. Donc, je me suis dit, puisque je peux pas voir les espèces interagir entre elles, je vais travailler dans différentes fermes aquacoles pour avoir une bonne connaissance des différents besoins de toutes ces espèces. Donc j'ai travaillé en salmoniculture, beaucoup en Bretagne, puis j'ai travaillé en Irlande. En Irlande, j'étais dans un élevage d'ormeaux, donc un peu comme des escargots qui vivent en mer. J'ai travaillé sur un élevage d'huîtres, en ostréiculture, toujours en Irlande. Puis ensuite, je suis parti en Corse, dans le sud, et il y avait un élevage à l'époque, on essayait de passer en élevage certifié biologique pour du bar et de la dorade. À la suite de ça,
je suis parti au Canada, travailler dans un élevage d'homards. Donc homard canadien qui est légèrement différent mais très proche du homard breton. En fait, c'était pas vraiment un élevage, là c'était plutôt des pêcheurs qui récoltaient les homards pendant la saison et après qui essayaient de garder leur stock de homards le plus longtemps possible pour le vendre quand le cours était le plus haut, puisque en fait quand c'est la saison du homard, le cours du homard est très bas et quand la saison finit, ben, en fait le homard, le cours est beaucoup plus élevé, donc en fait les magasins vont vous l'acheter plus cher. Donc en fait le but de cette entreprise pour laquelle je travaillais, c'était de garder un grand stock de homards le plus longtemps possible. Donc on avait des systèmes de recirculation d'eau, des grands bassins. Et en fait, c'était assez intéressant de travailler pour eux. Et donc c'était sur une île au Canada et au Nouveau-Brunswick. Et le head office, c'était à Boston, dans le Maine, aux États-Unis. Donc voilà, à la suite de ça, je suis reparti en Australie. Là, j'ai travaillé dans la Saint-Jacques, dans l'huître, dans la moule. Et puis ensuite je suis monté dans le nord et j'ai travaillé sur les huîtres perlières, donc sur un bateau entre Broome et Darwin, vraiment dans le nord de l'Australie, là où on faisait de l'huître perlière. Voilà un peu mon expérience en aquaculture. Et en fait, à travers toutes ces expériences-là, j'ai appris énormément sur le traitement de l'eau, sur les besoins de ces différentes espèces. Mais une grosse frustration sur l'espèce dans son environnement, avec quand même, je dois le dire, tout ce qui est coquillage, élevage de coquillage, c'est plus de l'extensif. En fait, il y a peu de nourriture, il n'y a pas de nourrissage. En fait, le seul nourrissage, c'est quand on est en écloserie. Donc, je travaille en écloserie de ces animaux. Je les fais en écloserie, c'est très intéressant, où on élève des algues pour nourrir les jeunes larves d'huîtres, de Saint-Jacques, de moules. Mais tout ce qui est grossissement, ça se fait dans des poches en mer. Donc là, c'est vraiment les aléas, ce que la mer va rapporter. Mais il y a quand même de la sédimentation qui va se faire autour des parcs. Donc c'est jamais vraiment, c'est jamais parfait en fait. Donc voilà pour mon expérience professionnelle. Maintenant, en 2007, il y a eu un projet en France qui s'appelait AquaTreat. Et c'était une salmoniculture qui faisait ça, la ferme Murga. C'est des frères en fait, des frères salmoniculteurs. Des gens vraiment très intéressants en salmoniculture, très avancés, toujours en train de chercher à s'améliorer, à diminuer leur impact sur l'environnement. Et le projet AquaTreat, le but de ce projet, c'était de diminuer la pollution qui était rejetée à l'arrière de la ferme. Puisque à l'époque, il commençait à y avoir des taxes sur la pollution, puisqu'une ferme, elle prélève, comme je disais, de l'eau de la rivière, elle va rejeter cette eau à l'arrière de la rivière. Et en fait, il y a une taxe en fait sur ce qu'on va rejeter. Donc il y a un prélèvement qui est effectué à l'arrière. On va regarder le niveau de nitrate, le niveau en différents composés, phosphates, qu'on va rejeter dans l'eau. Et en fonction de cette pollution, on va mettre une taxe, un coefficient sur la quantité d'aliments qu'on achète. Et on va devoir payer cette taxe. Donc là, les salmoniculteurs se sont dit, il est temps de faire de la recherche. Donc le projet AquaTreat, l'idée c'était d'utiliser un jardin de roseaux à l'arrière de la ferme pour faire grossir ces roseaux. Et comme ces roseaux, en grandissant, ils allaient utiliser ces nitrates et ces phosphates, eh bien en fait, ce qui allait être rejeté dans la rivière allait avoir moins de pollution. Donc le projet AquaTreat, c'était un projet pilote. Et en fait, là, ils se sont rendus compte que les résultats étaient bluffants. C'est-à-dire qu'en produisant simplement quelques roseaux, une certaine biomasse, une certaine quantité de roseaux à l'arrière de la salmoniculture, ils étaient capables vraiment de purifier l'eau avec des résultats qui excédaient les espoirs des chercheurs. Et en fait, quand j'ai entendu parler de ce projet et que j'ai vu les résultats, je me suis dit, là, il y a un truc à faire, un truc de fou, puisque là, en fait, c'était vraiment extrêmement bénéfique pour la salmoniculture, pour la rivière, mais ils produisaient du roseau, ils n'en faisaient rien. Je me suis dit, mais si on faisait pousser quelque chose d'autre, ce serait vraiment génial, quoi, si on pouvait faire pousser des choses utiles, peut-être du bambou pour la construction ou des choses qu'on puisse manger. Et en fait, j'ai fait des recherches et je me suis rendu compte à cette époque-là qu'il y avait déjà des gens au Canada qui faisaient de la laitue, donc de la salade, et des fraises à l'arrière de la salmoniculture. Donc là, je me suis dit, ça y est. Et en fait, c'est là que j'ai découvert le mot aquaponie.
Et depuis là, depuis 2007, je me suis lancé dans l'aquaponie. Alors au début, c'était vraiment c'était dans des aquariums expérimentaux avec des petits bacs en surface, une petite filtration en médias et puis des plantes qui poussaient. J'ai essayé des tas de systèmes, j'ai essayé des tas d'espèces, de combinaisons d'espèces. Et vraiment, et en plus, comme c'était à chaque fois, je bougeais beaucoup, hein, puisque j'allais travailler dans différentes fermes. J'avais toujours des tas d'aquariums et je changeais tout le temps. C'était vraiment extrêmement expérimental, mais vraiment intéressant. Jusqu'en 2013, où en 2013, je me suis installé en Australie. Je suis venu ici à Melbourne. Et là, j'ai vraiment commencé à faire mes premiers systèmes aquaponiques en tant que business et à les vendre. Et j'ai fait au départ, je faisais comme tout le monde, j'utilisais ce qu'on appelle les IBC, Intermediate Bulk Container. Et en fait, ça, c'est des cages, en fait. C'est un cube, en fait, en plastique, et avec une cage autour. Et en fait, en utilisant ça, c'est assez simple de faire des systèmes aquaponiques. Donc ça permet d'expérimenter beaucoup. Et puis très rapidement, j'ai fait une version esthétique. Je l'ai appelée Ecoflex parce que là, j'avais maximisé le ratio. C'est-à-dire j'avais vraiment trouvé un équilibre très intéressant entre la quantité de poissons, la quantité de bactéries qu'on avait dans le système. Et puis c'était extrêmement esthétique. Puisque en fait le bassin, ça faisait un banc, donc on pouvait l'avoir, c'était facile, j'allais chez les clients, je pouvais le déposer. J'ai travaillé donc avec des privés, je travaillais avec des écoles, avec des résultats vraiment intéressants. Mais je trouvais que c'était pas assez en fait. Et puis surtout, ce que j'ai remarqué en faisant ça, c'est que voilà, j'avais vraiment des clients qui avaient des résultats incroyables, mais il y avait quand même certains clients qui achetaient mon système aquaponique, mais en fait qui ne se donnaient pas la peine de comprendre comment ça fonctionnait. Et en fait, ils le maintenaient même pas, ils nourrissaient même pas leurs poissons. Enfin, c'était vraiment... c'était extrêmement décevant de voir ça. Certains, peut-être 1 sur 5 de clients qui faisaient... voilà, il n'y avait pas de résultat à l'arrière, quoi. Donc je me suis dit, en fait, je suis peut-être pas sur le bon créneau. Puisque en fait, l'aquaponie, c'est devenu quelque chose de très... on dit trendy ici, mais à la mode en gros. Et il y a vraiment un mouvement là-dessus. Et je me suis dit, en fait, il y a beaucoup de gens qui achètent un système aquaponique juste parce qu'ils aiment avoir le côté accessoire, pouvoir dire, oh, j'ai quelque chose de durable ou de, comment on dit en français, sustainable, ouais, de durable dans mon jardin. Mais au final, ils produisent rien avec, ils s'en occupent pas, ils savent pas s'en occuper, ils veulent pas prendre le temps de s'en occuper. Donc en fait, ça m'intéressait plus de donner ou d'offrir un produit fini. J'ai préféré former les gens à l'aquaponie et leur donner les clés pour qu'ils puissent produire leur système aquaponique par eux-mêmes. Donc là, j'ai formé des centaines et des centaines de personnes. Il y en a beaucoup qui sont venus chez moi. J'ai donné des cours en présentiel, et j'en donne toujours à Melbourne. Et puis, beaucoup de cours en ligne également. Là, j'ai eu vraiment des résultats, puisque là, je donnais les clés à mes étudiants pour qu'ils puissent construire leur propre système aquaponique chez eux et produire vraiment... en quantité significative, puisque là je ne donnais pas seulement un aquaponic système, je leur donnais la clé, donc ils pouvaient en faire un, et si ça fonctionnait, si ça leur plaisait, après ils pouvaient en faire 2, 3, 4, et puis voilà, augmenter en échelle. Donc ça c'est vraiment un pivot que j'ai fait dans mon business qui était vraiment extrêmement intéressant. Et puis j'ai toujours continué à travailler, et moi je faisais ces systèmes qui étaient donc off-sol, enfin comme on dit, hors-sol, hein, comme des raised beds, où en fait c'était une box en bois avec le bassin à l'intérieur et le jardin aquaponique dessus. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de recréer un environnement naturel. Et ça, on peut essayer de faire des choses intéressantes dans des cubes, mais à un moment, on est limité. Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire dans des cubes. Il y a des choses qui sont vraiment cruciales, qu'il faut comprendre, qui sont dans un bassin qu'on ne retrouvera jamais dans un cube. En fait, là, quand je crée un système aquaponique, un système holistique, je me rapproche extrêmement de l'environnement naturel du poisson. Mais également, je maximise l'efficacité du système. Puisque là, je n'utilise pas seulement les jardins pour produire, j'utilise également tout la ripisylve du bassin, où là, je vais pouvoir produire que ce soit des plantes ornementales ou des plantes pour consommation humaine. Et en plus de cette augmentation de production végétale,
j'augmente également l'espace où il y a des bactéries qui vont travailler pour moi. Donc là, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement intéressant et je pense que c'est que le début, puisque j'ai d'autres projets où les systèmes seront d'une échelle un peu plus grande, mais avec une efficacité encore augmentée. Donc là, aujourd'hui, dans ce bassin-là, on a des poissons qui sont aux alentours des 1,5 kg, entre 1,3 et 2 kg. Donc on a beaucoup de truites, comme je disais tout à l'heure. Donc on a de la truite golden, on a de la truite arc-en-ciel classique, on a du saumon de fontaine. Donc tout ça, c'est vraiment les poissons qui produisent pour la consommation. Et là, on doit avoir à peu près une trentaine de poissons aujourd'hui qui sont dans ces eaux-là. Donc 30 fois 1,5, on est aux alentours de quoi, 45 kg. 45 kg de truite, plus après on a encore toutes les perches argentées, on a encore tous les poissons rouges, tous les gambusias, toutes les crevettes. Donc on a quand même une bonne cinquantaine de kilos de poissons là, qui évoluent dans un environnement naturel, où on peut les prélever quand on veut, et on a une production végétale qui est vraiment importante également. Donc je trouve que c'est vraiment intéressant d'avoir ça dans son jardin pour une consommation électrique extrêmement réduite. C'est ça hein, le truc, c'est toujours, il faut avoir en tête qu'est-ce qu'on va apporter, qu'est-ce qu'on va utiliser comme ressource. Ça ne sert à rien de dire je produis 50 kg de poisson si derrière j'utilise 3000 watts d'électricité, hein, puisque dans ce cas-là, au niveau financier ce ne serait pas intéressant, puis au niveau écologique ça ne vaut pas le coup non plus. Donc il faut toujours avoir en tête qu'est-ce que je consomme pour ce que je produis. Donc désormais je vais vous dire pourquoi je fais cette vidéo, puisque jusqu'à présent, je vous ai dit que j'ai une activité professionnelle sur l'aquaponie depuis une dizaine d'années en Australie, donc en anglais. J'ai une chaîne YouTube en anglais qui s'appelle Aquaponics Revolution. Et pourquoi aujourd'hui je fais cette vidéo en français? C'est parce que j'ai pris la décision, avec ma compagne, on a pris la décision de rentrer en France d'ici quelques temps, d'ici quelques mois. Et donc en fait ici on est à Melbourne en Australie, on est en train de vendre notre maison. Donc ça je vais le vendre. Je vais continuer l'aventure en France avec des nouveaux challenges que je me suis fixés. Il va vraiment avoir des choses très intéressantes qui vont se passer. Donc, étant donné que je vais être en France, j'ai décidé de maintenant faire des vidéos en français, ce qui est normal. Je vais continuer de publier un peu en anglais. Donc si ça vous intéresse, si vous parlez anglais, allez sur Aquaponics Revolution. C'est là où vous allez avoir une masse d'informations sur l'aquaponie. Mais si vous ne parlez pas l'anglais, eh bien je vais faire quelques vidéos en français. Bon, déjà je vais publier cette vidéo. Je vais faire une autre vidéo sur le système holistique, donc ce système-là où je vais le présenter en détail. Je vais voir en fait s'il y a de l'intérêt, mais s'il y a de l'intérêt, je vais certainement faire quelques vidéos en français. Donc voilà, donc je pense que l'autre vidéo sur le système holistique, je vais certainement... Soit je l'ai déjà publié au moment où vous regardez cette vidéo, soit je vais la publier. Donc il y a certainement un lien quelque part à la fin de cette vidéo qui va vous renvoyer vers la vidéo sur le système holistique. Donc je vous conseille chaudement d'aller la voir. Il y a une autre chose que je ne vous ai pas dit, c'est que ces poissons-là, en fait, ce sont mes géniteurs, je les reproduis. Donc je pense que je suis le premier ou l'un des seuls à reproduire les truites en aquaponie. Puisque en fait, quand j'étais en écloserie, oui, j'ai travaillé en salmoniculture, je travaillais en écloserie. Donc en écloserie, c'est-à-dire que je reproduisais les truites pour les salmoniculteurs français. Bon, c'était pas mon entreprise à moi, hein, j'étais seulement salarié, soyons clairs. Et là, en fait, on produisait des millions et des millions d'œufs par an. Et on vendait les œufs, et les œufs arrivaient chez les professionnels, ils les faisaient éclore, et hop, ils avaient leur truite. C'était vraiment quelque chose de passionnant de faire ça. Il y a quelque chose d'extrêmement gratifiant quand on reproduit un poisson. Et je me suis toujours dit dans ma tête, mais j'adore faire ça, mais ce que j'aimais pas, c'est que là également, on utilisait énormément de produits chimiques, puisque rien que en salmoniculture, pour maintenir les truites en vie, à de forte densité, on utilisait des produits chimiques. Alors vous imaginez des œufs qui sont extrêmement fragiles. L'œuf de truite, il faut savoir, d'ailleurs l'œuf de la plupart des poissons, ils ont juste une petite paroi et ensuite à l'intérieur il y a le jaune, il y a tous les éléments nutritifs, donc ils ont beaucoup de prédateurs. Mais l'un de leurs prédateurs, ce sont des champignons, des mycoses en fait, qui se développent à la surface des œufs. La saproléniose, c'est la maladie de la mycose. C'est une espèce de mycose qui se développe dessus,
qui est très connu et très répandu. Et malheureusement, ça fait des ravages puisque quand vous l'avez qui se développe sur vos œufs, ça s'étend très rapidement et ça vous ruine votre production entière. Donc, en aquaculture, on utilise beaucoup de produits tels que le Bronopol ou le verre de malachite. Dans le temps, on utilisait le verre de malachite quand c'était autorisé. Il y a beaucoup de produits chimiques en fait, qui sont utilisés pour essayer d'anéantir ces mycoses qui se développent sur les œufs. Malheureusement, moi, les produits chimiques, c'est pas vraiment dans ma philosophie. Et également, les systèmes qui sont mis en place pour reproduire les truites à grande échelle, enfin chez les salmoniculteurs, c'est en général assez costaud, avec des filtres UV, avec du matériel qui est assez coûteux. Et en fait, je me suis dit, avec l'expérience que j'ai en ayant travaillé dans une écloserie, et en travaillant en aquaculture et puis toutes mes études, est-ce que je pourrais essayer de mettre un système en place pour reproduire les truites chez moi en aquaponie sans utiliser aucun produit chimique et avec un système en bricolage, c'est-à-dire sans grand investissement. Et j'ai réussi. Donc là, cette année, j'ai produit des milliers de bébés truites. Donc j'ai fait de la truite arc-en-ciel, j'ai fait de la golden, comme on voit là, et puis j'ai fait du saumon de fontaine. Et j'ai eu vraiment du succès. Donc là, je suis vraiment très heureux. Il y a eu des mycoses qui se sont installées. J'ai réussi à les manager manuellement, donc sans produits chimiques, avec des bonnes pratiques. Et je trouve que c'est vraiment ça, c'est vraiment une chose dont je suis vraiment content, hein, puisque là, c'est la première fois, je pense, qu'on voit quelqu'un reproduire des truites en aquaponie, et en plus sans utiliser aucun produit chimique, sans utiliser de filtre UV. Et du coup, ça, je l'ai documenté. Il y a des vidéos qui sont faites sur le site Aquaponics Revolution. Et s'il y a vraiment de l'intérêt sur cette vidéo-là aujourd'hui et sur la vidéo que je ferai sur Holistic Aquaponics, je vais peut-être détailler un peu ce que j'ai fait en reproduction pour ces espèces de truites. D'autre part, je vais certainement vous proposer un petit guide pour vous donner des bases sur les ratios à respecter quand vous faites vos premiers systèmes aquaponiques. Autrement, vous allez vous lancer en aquaponie, vous allez mal faire les choses, et malheureusement, ça ne va pas marcher, et vous allez finir par vous dire non, l'aquaponie, ça ne marche pas, je laisse ça de côté. Alors qu'en fait, c'est sûr que si on ne commence pas avec les bonnes bases, si on ne commence pas avec les bons ratios, pas avec le bon équipement, ça ne va pas fonctionner. En fait, il y a une erreur qu'on voit extrêmement souvent, qui fait que le système aquaponique va marcher pour quelques mois, et puis ensuite ça va tourner en ce qu'on appelle anaérobie, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas assez d'oxygène pour nos bactéries, et on va perdre nos bactéries, et du coup le système aquaponique ne va plus marcher, ne va plus produire, la toxicité de l'eau va augmenter, ça va être impossible à manager, à équilibrer. Donc en fait il y a vraiment des choses à savoir qui sont vraiment simples. Moi j'offre de la formation, comme je vous l'ai dit, en anglais, mais je vais faire vraiment quelque chose de très light qui sera gratuit pour ceux qui veulent expérimenter l'aquaponie. Et ça, je pense qu'il y aura un lien sous la vidéo, donc peut-être qu'il y est déjà. Regardez sous cette vidéo s'il y a un lien. Sinon, je vais l'ajouter prochainement. Voilà, je pense que je vais arrêter cette vidéo ici. Dites-moi si vous êtes intéressé. Peut-être que vous avez déjà un système aquaponique. Je serais intéressé de savoir où vous en êtes. Et moi, je vais continuer, je vais faire cette autre vidéo. Et puis, d'un point de vue personnel, voilà, cette maison là où j'habite, je vais juste vous faire un petit tour pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. C'est une maison où j'ai seulement 570 mètres carrés, donc c'est extrêmement petit. L'aquaponie, comme je vous dis, pour moi, c'est une passion, mais l'autonomie, attention, il faut faire attention à ce qu'on dit, c'est pas l'autonomie, mais disons, produire de l'alimentation, l'élevage, les arbres fruitiers, tout ça, c'est vraiment des choses qui me passionnent. Et comme je vous dis, pour moi, c'est lié. Hein. Le système aquaponique, il est ici, mais c'est juste une entité parmi tant d'autres. Mais j'utilise beaucoup d'interactions entre ces entités. J'utilise ça pour mes arbres fruitiers, pour mon jardin. C'est une source de nutriments pour moi. Donc on va faire juste un petit tour de la propriété. Alors voilà, je suis passé de l'autre côté. Donc là, vous voyez les truites. Donc vous voyez les deux jardins. Donc il y en a un là. Là, on voit la cascade qui est en train de retourner l'eau. Il y en a un deuxième qui est là-bas. Donc là, il y a des choses qui poussent dessus. Qu'est-ce qu'on voit depuis ici? On voit des... Ouais, là, on voit des côtes de bêtes. On voit du céleri. Des côtes de bêtes, il y en a un peu partout. Bon, après, je ne veux pas aller dans le gros bed, mais il y a beaucoup de végétaux, comment on dit, de légumes qui poussent. Là, on voit d'ailleurs que je les ai laissés partir en hauteur, malheureusement.
puisque je ne consomme pas assez par rapport à ce que ça produit. Et j'utilise beaucoup pour mes poules également. Alors là, qu'est-ce qu'on a à côté? On a un citronnier. Donc quand j'ai acheté la maison, il n'y avait presque pas de citron sur cet arbre. Depuis, bon, j'ai refait la terrasse en augmentant l'espace autour de l'arbre pour qu'il ait plus de contact avec un sol digne de ce nom. Mais surtout, je lui donne beaucoup de nutriments venant du système aquaponique. Et vous voyez, il y a des fruits de partout et surtout, il y a des fleurs partout avec, vous voyez, des petits, donc ça n'arrête pas de produire. Voilà, ici, bon, ben, on est à Melbourne, hein, donc on a pas mal de palmiers, d'oiseaux du paradis, des choses comme ça. Là, ce qu'on voit, c'est des boutures que j'ai fait, comme celle-ci, ce sont des boutures de Monstera, Monstera deliciosa, cet arbre-là. Enfin, c'est pas un arbre vraiment, c'est une plante en fait. Une plante de sous-bois équatorial, donc elle n'aime pas vraiment l'exposition en plein soleil, mais si on la met sous un arbre, on la laisse monter sur des arbres, eh bien elle se sent bien. Là, qu'est-ce qu'on a? On a les kiwis qui partent, donc ça c'est des plantes, enfin c'est des arbres que j'ai plantés. Ici, là, cette plante que vous voyez, ici, ça s'appelle la Queen Amazon Queen, la reine de l'Amazon. En fait, c'est du taro. Hein. Le taro, c'est une plante qui est extrêmement utilisée dans certaines îles océaniques, au Fidji. Ils le mangent. Et oui, c'est très beau. Hein. Moi, je trouve ça je trouve ça magnifique. Là, vous voyez, ça, c'est une pousse de papyrus. Là, vous en avez un qui est ouvert, papyrus. Donc, ce sont des plantes aquatiques, hein, de bord de bassins ou de rivières. Et en fait, là, vous voyez, il y en a un qui est vraiment super haut, quoi. Genre, celui-ci, il fait pas loin des 3 mètres de hauteur. Je pense qu'il fait 3 mètres de hauteur. Donc, c'est costaud, quoi. Alors là, vous avez une espèce endémique d'Australie. Ils appellent ça bottle brush. Puisqu'en fait, bottle brush, ça veut dire une brosse à bouteille. Hein. Ça ressemble un peu à la forme. Et là, il y a des arbres, des oiseaux qui viennent pour manger le nectar qu'il y a dessus. Donc c'est vraiment sympa, ça amène beaucoup de vie autour du système aquaponique. Là, vous voyez un peu depuis là, la hauteur de ce papyrus-là qui arrive à 3 mètres. Vous voyez, il est quasiment aussi haut que cet arbuste-là. Donc ouais, c'est vraiment... ça pousse quoi. Hein. Et une productivité d'enfer. Et là on est début de printemps, ici en Australie. Donc là, on a de la menthe vietnamienne. Et puis là, on a de la menthe classique, quoi. Enfin, je ne connais pas l'appellation, mais c'est la menthe que j'utilise pour faire mes thés, ça. Et là, donc, du coup, je vous disais, on est en printemps. Mais vous voyez, là, ici, on a une petite pousse. Et ça, c'est du cresson. Et alors là, le cresson, en été, ça colonise tout. Tout devient vert. Et ça produit du feu de Dieu. Et c'est extrêmement nutritif. Enfin, ça a des valeurs nutritionnelles très, très, très intéressantes. Je crois que c'est riche en oméga 3. Et c'est très bon à manger dans la salade. Et là, vous voyez, hop, il a déjà poussé. Là, vous voyez, hop, c'est là, ce qui est au bout de mon doigt, ça, c'est du cresson qui est en train de se développer. Alors là, quand c'est parti, là, on voit un peu mieux le jardin dont je parlais. Donc là, c'est un peu parti en hauteur. J'ai coupé. Je donne beaucoup aux poules, malheureusement. Enfin, c'est pas malheureusement, c'est super de donner aux poules. Mais ce que je veux dire, c'est que je peux pas suivre, on peut pas tout consommer. Ou en tout cas, on pourrait, mais on va pas manger que ça. Là, on a des herbes, on a de l'origan, il y a un peu de tout qui pousse là-dedans. En fait, il faudrait que je vous montre en détail. Vous voyez, il y a de la fraise là au bout. Voilà, là, c'est un impatient géant. Donc, vous voyez un peu la taille de l'impatient. Ça, c'est un impatient, ce bout-là. Donc, vous voyez la terrasse également hein, que j'ai faite quand on a acheté la maison en opus incertum. Très sympa. Avec la courbe, j'ai creusé le bassin en courbe. Quand j'ai fait la terrasse, j'ai fait une courbe avec un bord béton. Et je suis venu me mettre dessus avec le liner, avec le bassin, pour que ça épouse cette courbe. Et c'est vraiment quelque chose que je trouve vraiment très sympathique. Et ça, c'est l'intérêt d'allier les compétences paysagères avec les compétences aquacoles. Aquacole et botanique. Hein. Quand on est paysagiste, les plantes, c'est notre quotidien. Voilà, ensuite, ici on a créé une pergola, déjà il faut le dire, ça c'est parce qu'avant cette terrasse-là elle était exposée, plein
plein nord, hein, puisque comme on est dans l'hémisphère sud. Donc ici ça chauffait, c'était intenable. Donc on a créé cette pergola, et puis j'ai fait pousser de la vigne dessus. Donc là, la vigne, elle a même pas 2 ans. Ouais, elle a 2 ans, je pense. Et vous voyez un peu la taille du truc, quoi. Alors elle, c'est pareil, hein, elle nourrit au système aquaponique, nourrit à l'eau du système aquaponique, et puis à ce que j'appelle l'or noir. Alors, vous voyez, les grappes, en fait, il y a des grappes partout. Bon, c'est pas parce qu'il y a des grappes partout qu'on aura une belle récolte, parce que tout peut arriver. Et puis alors là, il y a quelque chose d'intéressant. Bon, là, il y a une deuxième vigne, mais là, ici, c'est celle-ci là, ça, c'est un plant de tomate. Et vous voyez, on est en printemps, ça veut dire qu'elle a passé l'hiver. Et ça se fait pas sur Melbourne. Les tomates, normalement, ne passent pas l'hiver puisqu'ils gèlent en hiver. Ils gèlent pas beaucoup, mais assez pour tuer toutes les plantes. Mais ici, en l'ayant placé contre ce mur emmagasine la chaleur pendant la journée. Les quelques rayons de soleil qu'il y a en hiver, il y a tout le temps du soleil ici à Melbourne, et ben ça permet à la tomate de passer l'hiver. Donc là, on est sorti de printemps, on a eu des tomates même en hiver, hein, on avait quand même une petite production l'hiver, et puis vous voyez, il y a encore. Hein. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'assez atypique et d'intéressant. Alors maintenant, je vais vous montrer vite fait les arbres fruitiers qu'on a. Donc là, on a un pêcher. Donc celui-ci, c'est pareil, hein, je l'ai planté il y a très peu de temps. Et là, cette année, on a déjà des pêches dessus. Bon, elles sont petites, puisqu'on est vraiment en début de saison. Mais ouais, je suis assez content. Bon, là, on a un citronnier. Là, on a un figuier. Pareil, donc tout ça, c'est tous des arbres que j'ai plantés. Là, on a du cassis. Ça, c'est un kaki. D'ailleurs, on voit, il y a du fruit tout petit, là. Encore un impatient. Là, on a des avocats. On en a plusieurs. Ça, c'en est un. Ça, c'en est un autre. Ensuite, on a des framboisiers. Un cerisier. Et puis, ici, on a des espèces un peu moins courantes pour les Français. Ça s'appelle du feijoa. Ça donne, certains les appellent des goyaves, mais c'est pas vraiment de la goyave. C'est vraiment quelque chose d'assez sympa, assez atypique. Là, on a un shed. C'est du cob qu'on appelle ça en anglais, ou en français, ça serait plutôt du torchis. Et oui, j'ai fait ce shed. On l'a fabriqué quand on a creusé le bassin, puisqu'on avait de l'argile. Et du coup, on s'est dit, ben voilà, on va utiliser ça pour créer un petit atelier, puisque moi j'avais besoin pour mettre tous mes outils. Et on s'est dit, on va mettre le toit en en acrylique, hein, je crois que c'est, je sais plus, polycarbonate ou quelque chose comme ça, pour faire effet de serre. Et du coup, c'est là que je fais toutes mes pousses pour le système aquaponique ou pour mon jardin. Bon, là, ça c'est de la coriandre, mais sinon il y a mes plants de salade. La betterave. Là, on a encore du cresson, parce que ça, c'est vraiment quelque chose que je veux mettre dès que possible dans le système. Là, on a des côtes de bête. Ça, c'est une plante intéressante, je vais vous en parler juste après. Et puis voilà, bon, je fais pousser un peu de tout là. Ça, c'est mon extracteur de miel, qui est assez vieux, mais qui fonctionne. Et là, on a les jeunes, les bébés qu'on a eu cette année. Donc là, c'est tout de la... Ce que vous voyez là, c'est de la truite golden. Et puis là, on a du saumon de fontaine qui est là-dedans, qui est caché là autour, là, dans les plantes. Vous les voyez peut-être, ce sont des petits poissons gris. On va leur donner un peu à manger, qu'ils viennent nous voir. Voilà, donc ça c'est ce qui me reste, hein. Il m'en reste une petite centaine, alors que j'en ai reproduit des milliers et des milliers, je les ai déjà vendus la plupart. Et puis ici j'avais fait une petite filtration pour tenir ceux-ci en attendant que je les vende. Et je me suis dit que j'allais mettre quelques plantes, donc voilà la même que je vous ai montré tout à l'heure. Donc ça s'appelle du kangkong. Et ça c'est un peu comme ils utilisent ça comme de l'épinard en Asie, et c'est extrêmement productif. Là on a un cresson qui est déjà bien développé, vous voyez. Enfin, qui est bien développé, ça va partir méchamment là, et ça a juste besoin de quelques degrés de plus, et puis ça va vraiment produire. Et puis voilà, quelques salades, enfin, ça c'est un mini système aquaponique que j'utilise pour
pour ces poissons, quoi. Voilà, ici on a un deuxième Feijoa. Alors pourquoi il y a des noms sur les arbres, hein, c'est pas moi qui suis toqué, même si je trouve ça sympa, mais c'est surtout parce qu'on est en train de vendre la maison, j'ai envie que les clients voient un peu les arbres qu'ils achètent, quoi. Alors là, on a un poulailler avec 6 poules. Bon, j'en ai eu beaucoup plus à un moment, mais on a les voisins qui sont juste derrière, donc il faut qu'on fasse quand même attention. Là, on a une femelle, enfin, on a une poule avec ses petits, qui sont tout mignons. Voilà un peu le poulailler. Là, on a des cailles. Ah, il y a un petit œuf là, je ne sais pas si vous le voyez. Ça se camoufle très bien, les œufs de caille. Il y en a d'autres. Il y en a un autre œuf derrière. Derrière elle, là, je ne sais pas si vous voyez, derrière, là, il y a un autre œuf. Là. Là, on le voit. Là. Voilà. Ensuite, ici, on a des nectariniers. Bon, alors celui-là, je l'ai planté il y a très peu de temps, en racines nues, donc cette année, il ne produira pas. On a des myrtilles. Voici. Voilà, on a un fruit de la passion, mais alors il est vraiment pas en forme. Le sol ici n'est pas vraiment intéressant, j'aurais dû creuser davantage. Ici, on a, bon là j'ai une toute petite production de betteraves. Et puis là, j'ai planté un peu de persil, de choses ici ou là. Des haricots qui sont en train de sortir. Et là derrière, on a ma ruche. Donc ça, c'est la première ruche que j'ai eue il y a un peu plus d'un an et demi. Et elle s'est divisée il y a peu de temps. J'ai récupéré un essaim dans cet arbre. Voilà, je suis monté sur ma vieille voiture pour récolter l'essaim. Et je l'ai mis dans une deuxième... Ah, là, vous voyez les pies ici, elles n'ont rien à voir avec les pies de chez nous. Et alors ça, c'est une jeune là-bas qui piaille. Et là, il y a certainement la mère, enfin un des parents, j'imagine. Et elles sont assez agressives. Enfin, certaines pies ici nous chargent, quoi. Nous agressent. Donc voilà, là j'ai la deuxième ruche que j'ai fait il y a peu de temps, que j'ai montée juste quand j'ai eu l'essaim. Donc je suis assez content de ça. Ouais, c'est quelque chose de très gratifiant d'attraper son premier essaim. Voilà. Donc là on a des arbres, encore on a un bottleneck tree. Là on voit, d'ailleurs on voit une abeille qui est dessus, c'est assez intéressant. Hop, vous la voyez je pense, elle est en train de faire son travail, elle est en train de manger le nectar à l'intérieur. Enfin, pas vraiment de le manger mais de le récolter disons. Il y en a d'autres. Bon voilà, elle travaille quoi. Donc ce sont des espèces australiennes. D'ailleurs ça aussi c'est un arbre aussi assez intéressant. Malheureusement là c'est pas le bon moment pour le montrer, il est pas si beau mais ça fait des cloches. Et il y a pareil, il y a du rouge, la même couleur que ça, qui vient là. Et c'est vraiment quelque chose de joli. Bah, normalement quoi. Bon là j'ai planté de la canne à sucre mais c'est pas le moment, elle n'est pas sortie. Là on a un grenadier, donc vous voyez c'est tout petit pour l'instant mais ça devient un arbuste quand même un peu plus grand. Ça ce sont des oiseaux du paradis, donc bah là il y en a qui vont s'ouvrir d'ici très peu, donc c'est quand même des espèces, c'est vraiment de magnifiques fleurs quoi. Vous voyez comme c'est très joli. Voilà. Voilà, on a fait un peu le tour. Après, bon, des rosiers, rien de vraiment particulier. Ah oui, là, on a une belle rose. Voilà, je vous ai fait le tour du propriétaire rapidement. Le rosier est assez sympa aussi. Celle-ci est magnifique. Et puis, je vous dis à la prochaine. Salut!